Bonjour Jean-Michel Loutobi. Bonjour, bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va très bien, toujours. Avec ta chemise fleurie. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, c'est vrai, donc Jean-Michel Loutobi, je suis directeur d'une mission locale, donc mission locale du Nord, Martinique, depuis plus de 20 ans maintenant. Avant ça, j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce qu'en fait, je viens du monde de l'entreprise. J'ai fait une formation en électronique et informatique industrielle. J'ai continué mes études donc à Paris et de retour en Martinique, j'ai travaillé dans une boîte de microfilmage en tant que responsable technique. Donc, ça s'appelait Micros Caraïbes et ensuite CIMA, fabrication de chéquiers. Puis j'ai décidé un jour de tout laisser, donc de démissionner pour créer mon entreprise. Tous les gens m'ont dit que j'étais fou, mais voilà, je ne regrette rien du tout. Entreprise que j'ai gardée pendant plus de 12 ans. Et après 12 ans, j'ai voulu faire autre chose. Pareil, encore un virage à 180 degrés, voire 360 degrés. Et j'ai souhaité travailler dans le social et être utile aux autres. Voilà, plus être utile aux machines, même si ça reste encore une passion un petit peu. Mais j'ai voulu faire autre chose et me faire plaisir parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et pendant tout le long, il faut faire que des choses qui nous passionnent. Et depuis 20 ans, je suis directeur de la mission locale. Et à côté de ça, je fais de la peinture, je fais la sculpture sur bois, de la poterie céramique. Je suis aussi président d'une caisse de crédit mutuel, le Crédit artisanal, et président de la SMHLM, 11 000 logements par an sur la Martinique. Voilà. J'ai l'impression que dans ta tête, il y a un fil qui serait la vie et Oui. que tu as une conception, une perception de ce fil qui avance très vite, non? Oui. Alors, pas qu'il avance très vite, en fait, c'est vrai que je vais à grands pas parce que alors, on me dit souvent que je suis un hyperactif. C'est certainement vrai parce que j'aime faire plusieurs choses en même temps et j'aime réussir plusieurs choses en même temps. Donc, pas que les faire, mais aller jusqu'au bout. Ça, c'est ma passion, d'aller jusqu'au bout des choses. Mais je me fixe des objectifs. J'aime les challenges. Donc, je me fixe des objectifs et j'essaie d'aller jusqu'au bout de ces objectifs-là. Donc, on a l'impression que je fais une multitude de choses, c'est vrai, mais à chaque fois, je me fais plaisir. J'essaie de me faire plaisir et chaque fois que j'entame un nouveau projet, c'est quelque chose de palpitant, j'éprouve un plaisir fou et les gens me disent « mais comment au bout de 20 ans tu es toujours aussi passionné ?» Je suis aussi passionné parce que je fais des choses différentes à chaque fois, j'invente des projets, j'invente des choses et à chaque fois je me bats pour qu'au final ce soit une réussite et que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire plaisir aux autres, être utile aux autres. Tu es d'où? Alors, je suis du Verpré, donc j'aime mal le répéter. Donc, c'est le petit village du Verpré. Bon, je fais partie du Robert, mais souvent les Verpréens disent non, je ne suis pas du Robert, je suis du Verpré. Mais le Verpré fait partie du Robert, mais je suis du Verpré en fait. Ma mère est de Sainte-Marie, c'est vrai, mais mon père était du Verpré et j'ai vécu toute mon enfance au Verpré, entre Sainte-Marie et le Verpré, puisqu'on allait voir la famille souvent à Sainte-Marie. Et alors, tu as écrit un ouvrage, donc Oser rêver. Tout à fait. C'est un ouvrage, en fait, c'est finalement une adresse à la jeunesse, mais aux parents aussi. Tout à fait. Pourquoi alors, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que tu as la mission locale du Nord. La mission locale du Nord, c'est un endroit, enfin, c'est une institution qui reçoit les jeunes, qui fait l'insertion, qui accompagne les jeunes en formation vers l'emploi et notamment aussi, d'ailleurs, vers le logement aussi parfois. Tout à fait. On travaille sur tous les freins périphériques. La finalité, c'est l'emploi, mais avec un travail spécifique sur les freins périphériques, que sont le logement, la santé, la citoyenneté. Vraiment, on intervient sur différents champs pour faire en sorte que le jeune puisse trouver des solutions. Pourquoi tu as eu envie d'écrire cet ouvrage? J'ai eu envie d'écrire ce bouquin parce qu'en fait, c'est vrai que je rencontre beaucoup de parents, beaucoup de jeunes souvent, qui sont un petit peu perdus, qui se cherchent. Et puis, j'ai des parents qui sont dans l'incompréhension. Et ces dernières années, surtout, ça s'est accentué. J'ai vu beaucoup de parents venir me voir en me disant ça va pas avec mon fils, ça va pas avec ma fille, j'ai envie de le mettre dehors. Et je me dis, il faut simplement que les gens comprennent qu'à un moment donné, à un certain âge, on a du mal à avoir de la maturité et qu'il faut absolument que ces parents-là soient dans l'accompagnement de leurs enfants. On ne peut pas fuir une responsabilité, on ne peut pas faire reposer sur la société, sur la seule société, l'éducation des enfants. Ou même l'école d'ailleurs. Ou l'école dans le livre, aussi, tu dis, voilà, les parents ont sûr. tendance à attendre trop de l'école. Trop de l'école. C'est-à-dire, ils pensent que l'école va transmettre le savoir, mais aussi l'éducation, le savoir-être, ainsi de suite. Je crois que le savoir-être doit venir surtout des parents. On doit être, en tant que parent, on doit être garant de cette partie éducation, en tout cas. Et l'éducation nationale fera sa part, certainement, dans la transmission des savoirs, certes. Mais on était un peu habitués à ces enseignants de mon époque, qui aussi étaient des éducateurs et qui participaient aussi à l'éducation, qui pouvaient nous taper, qui pouvaient nous faire des remontrances sur notre éducation ou sur notre manière d'être. Aujourd'hui, l'école, on est l'école de la transmission des savoirs. Le prof, il vient, il distille son cours. Et puis voilà, quoi. Il faut t'embarquer, si tu peux embarquer. Voilà, tu t'embarques pas, mais si tu t'embarques pas,
tu deviens décrocheur et voilà. Mais bon, il y a de tout temps, enfin, l'histoire de l'humanité, c'est ça. Il y a toujours eu des enfants, il y a des adolescents, il y a toujours eu des parents. Bien sûr. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus difficile pour un parent d'assumer ça? Alors, en fait, on fait croire aux gens que les jeunes n'ont jamais été aussi mal. Moi, j'ai fait une conférence dernièrement où je précisais que depuis le IVe siècle, les gens ont toujours eu cette appréciation des jeunes en disant, à un moment, on disait que les jeunes, c'était le mal du siècle. On a toujours critiqué la jeunesse de tout temps. On a toujours critiqué la jeunesse. Parce que ça bouge, ça remue. Ça bouge, ça remue, ça ne nous ressemble pas, c'est différent. Et souvent, on essaie de se revoir. On essaie de se revoir dans les jeunes 20 ans ou 30 ans avant. C'est pas ça, un jeune. Un jeune, pour moi, c'est pas moi 30 ans ou 20 ans avant. Un jeune, je dois le considérer avec son temps, avec son époque, mais aussi surtout avec ses émotions et sa personnalité. Et je crois que si on fait ça, ben, on peut vraiment travailler quelque chose de différent avec la jeunesse martiniquaise, en tout cas, et puis les jeunes des autres territoires, parce que quand je vais sur les autres territoires, c'est la même chose, ce sont les mêmes difficultés, et c'est pourquoi j'intitule le livre « La jeunesse, un atout pour nos territoires », parce que je veux que tous les territoires se reconnaissent là-dedans, parce que le problème de la jeunesse, c'est un problème qui est mondial, international, et il y a un médecin sur Grenoble, chercheur, qui a fait des études et qui s'est rendu compte qu'une partie du cerveau, qui est le cortex préfrontal, arrive à maturité à l'âge de 25 ans. Donc, on ne peut pas demander à un jeune à 18 ans, à 20 ans d'être mature alors que son cerveau n'a pas terminé ce développement qui va l'amener à la maturité. Donc toi, effectivement, c'est un peu ton rôle, quoi. Oui, à la Mine-Nord, tu écoutes les gens, tu les reçois. Bien et sûr. Tu leur dis d'ailleurs, parce qu'il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités, les jeunes. Tu racontes des anecdotes, par exemple, ces jeunes qui viennent, il y en a un qui devait retourner en prison, qui avait absolument besoin d'un job et qui a menacé un de tes collègues. Bien sûr, les collègues, oui, tout à fait. Et non, enfin, à l'arrivée, il n'a pas eu son job. Il peut avoir le job, parce qu'en fait, le job, c'est pas dans un tiroir, on ne peut pas sortir un job. Il pensait qu'en venant, en menaçant, il aurait obtenu ce qu'il veut. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On est dans cette société de l'immédiateté où on pense qu'on va aller, on va demander, puis on va obtenir. C'est peut-être ça qui a changé quand même aussi. Ça a beaucoup changé. Alors, en fait, on a associé de la violence à tout ça. C'est-à-dire qu'avec les clips, avec tout ce que les gens voient à l'extérieur, ils essaient d'associer la violence à leurs demandes aujourd'hui. Mais ça ne marchera toujours pas. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a une chose, il y a une valeur qu'on doit inculquer absolument aux jeunes, c'est la valeur travail. C'est ce qui rend un jeune indépendant, c'est ce qui rend un jeune autonome et qui lui permet de vivre sa vie d'adulte avec toute la reconnaissance qu'il faut. Mais j'ai envie de te dire, Jean-Michel, sans vouloir être trop critique, mais est-ce que cette valeur-là est partagée par l'ensemble des parents? Pas forcément. Pas forcément, parce qu'on est à la 4e génération des gens au RSA. On a un peu... Alors, toutes les lois qui ont été votées partent souvent de bons sentiments. Ouais. On veut toujours bien faire, on veut toujours parfaire, on veut toujours RMI, aider la société. Le RMI, à l'époque, en 89, ça a été mis en place par Michel Rocard. Ouais. C'était pour aider les familles, parce qu'il y avait beaucoup de familles en difficulté. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens, ils se sont mis dans les conditions pour bénéficier du RMI. C'est ça la vraie difficulté. S'ils avaient bénéficié parce qu'ils étaient en difficulté, ça serait bien. Mais en fait, ils se mettaient en difficulté pour pouvoir bénéficier du RMI, aujourd'hui du RSA. Aujourd'hui, on a quand même 36 000 personnes au RSA sur la Martinique. C'est énorme. Et donc, les parents... qui ne servent plus de modèle à leurs enfants. Voilà. Tout à fait. Alors, tu es très inspiré par les philosophies asiatiques. Donc, le travail est au cœur, effectivement, de ce que tu dis. La philosophie japonaise du Kaizen. Oui. Tu peux m'expliquer ce que c'est, pourquoi ça t'inspire d'ailleurs? Ça m'inspire parce que les Japonais... Alors moi, j'ai fait le voyage au Japon, je suis allé voir un petit peu tout ce qui était autour du leadership et puis comment il fallait accepter les individus comme ils sont. Je crois qu'il est important de connaître l'individu pour essayer, quand on le reçoit, de ne pas le changer, mais utiliser la petite lumière que chaque individu a en lui pour pouvoir faire briller cette lumière et sortir le meilleur de l'individu. Et dans mon rôle de manager, je dois faire sortir de chaque individu ce qu'il a de meilleur en lui. Je pars du principe que l'individu est foncièrement bon. Et que c'est à nous de faire en sorte qu'il reste bon et qu'on aille chercher tout ce qu'il y a au fond de lui pour pouvoir atteindre nos objectifs à nous. Voilà. Donc, Kaizen, c'est changer en mieux, en fait. C'est ça, c'est changer en mieux, exactement. Et changer en mieux sans changer l'individu. Voilà. C'est comment on amène le changement sans changer l'individu, parce qu'en fait, l'individu sera toujours un caractère. On ne peut pas changer un caractère. On peut amener des compétences, on peut faire évoluer des compétences, on peut
infléchir un peu un caractère, mais un caractère reste tel quel. Après, c'est comment on conçoit avec et comment on amène l'individu à entrer dans notre jeu du management. Et j'adore beaucoup ça, voilà. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec les Japonais, c'est mindfulness. J'ai beaucoup fait. C'est de la méditation et ça permet de... En pleine conscience. La pleine conscience, exactement. Et ça permet de réguler le cerveau et le corps. Et c'est quelque chose que je trouve passionnant. Mais tu fais ça, toi, hein? Je le fais, moi, oui, tout à fait. Tu pratiques la méditation? Je pratique la méditation, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et alors, tu dis aussi, et ça c'est une approche, alors pour toi qui es responsable, tu es directeur de la mine Nord, tu dis la jeunesse n'est pas une priorité pour ceux qui sont en charge de la destinée de notre île, page 76. C'est politique, ça, c'est une vision extrêmement... Alors, tu dis que tu ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique, mais je suis souvent, je me dis, au service du politique. Ouais. Mais je le dis, mais les élus le savent souvent, je suis très, pas critique, mais j'aime dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez en compte la dimension jeunesse. Si la jeunesse, quand on voit dans les budgets, parce qu'on dit que la jeunesse est une priorité, mais quand on voit les budgets, on prend n'importe quelle collectivité ou même au niveau national, on prend les budgets, on regarde ce que pèse l'insertion des jeunes dans un budget. C'est en ce sens-là que tu dis ça? Oui, voilà, c'est en ce sens-là. On se rend bien compte qu'on ne met pas assez sur l'insertion des jeunes. On met moins sur l'insertion des jeunes que pour, par exemple, le ramassage des ordures ou des choses comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, c'est pas juste une histoire d'argent, quand même. Non, c'est pas juste une histoire d'argent. En fait, il faut mettre en place des mesures efficaces. Là, aujourd'hui, effectivement, on met en place, pour certains jeunes, des emplois aidés lorsqu'on sent que la situation devient difficile, lorsqu'on sent que, l'économie est tendue. Moi, je veux qu'on aille plus loin que ça. Qu'on donne de l'argent, quoi. Pas donner de l'argent. Ouais. Il faut donner du travail aux gens. Mais justement, les mesures aujourd'hui, c'est donner de l'argent, alors qu'il faut mettre en face le travail. Il faut mettre en face du travail et de l'argent. En fait, il faut accompagner le développement économique. Il faut mettre en place des systèmes qui permettent un développement économique différent de la Martinique. Moi, j'ai proposé à certains élus qu'on puisse travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Oui. De quoi la Martinique aura besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Personne n'est capable de dire aujourd'hui de quoi on aurait besoin. Comment on peut former des gens sur ce qu'on ne sait pas? Pas encore. Et on sait que les métiers de 2050, 80%, je crois... Voilà, plus de 50% des métiers à l'horizon 2030-2040 ne vont plus exister et vont être remplacés par de nouveaux métiers. Comment on fait? Qui prépare à ça? Tu as une proposition très concrète, tu parles d'une espèce proposition très concrète, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. De prospective. Voilà, une prospective sur les années à venir, savoir de quoi on aurait besoin, de quoi la Martinique aurait besoin. On peut le faire sur chaque territoire. Moi, je propose non pas qu'on le fasse sur le territoire nord seulement, mais qu'on fasse sur l'ensemble de la Martinique, qu'on essaie de savoir de quoi on aurait besoin. À ce moment-là, on pourrait proposer à nos jeunes des formations en adéquation avec les besoins du territoire. Parce que souvent, j'entends les gens dire « Oui, mais il faut que nos jeunes restent ». Ils restent pour quoi faire? Pourquoi faire? Ils peuvent même plus se déplacer en plus. Personne ne leur donne de boulot. Si on donne un boulot et que le jeune s'en va, là, je suis d'accord. Il faut qu'il soit heureux, le jeune. Ben oui. Moi, je préfère voir un jeune heureux dans un travail en France ou à l'extérieur, parce que beaucoup de jeunes partent aux États-Unis, sur le Canada, la Belgique, que ici, soit au centre pénitentiaire ou dans les abribus, à fleurir nos abribus. Oui. Et je crois qu'il faut que nous prenions cette dimension-là de la souffrance de la jeunesse, souffrance des jeunes, mais aussi souffrance des parents derrière. Beaucoup de parents m'appellent en me disant « Monsieur, faites quelque chose. Je vous ai déjà entendu, faites quelque chose pour mon fils, pour ma fille qui est dans une difficulté et ainsi de suite. » On a l'impression que personne n'entend ça. Moi, je l'entends, mais j'ai l'impression d'être souvent le seul à l'entendre. On me dit « Oui, mais il faut que les jeunes soient patients. » Quand on a faim, on ne peut pas être patient. Ce n'est pas possible. Donc, tu dis il faut innover. D'ailleurs, à la mine Nord, vous innovez. Vous avez fait des formations, par exemple, sur le cinéma, métiers du cinéma. Oui, et tu dis donc il faut mettre en place, pourquoi pas, des actions, des formations one-shot. C'est ça, one-shot. C'est-à-dire que tu formes 15-20 personnes, point. C'est ça. Parce qu'en fait, les besoins ne sont pas si énormes que ça. Si on s'amuse à dire... On met une formation en place et on essaie de rentabiliser le plateau technique, mais on sera à 4 ou 5 ou 10 formations, alors qu'une seule formation aurait suffi former 15 personnes. On l'a fait dans le domaine de la boucherie. Moi, j'ai travaillé avec un sous-préfet de territoire à l'époque, Jean Almazan. On s'est dit, on va former 15 bouchers, parce que le territoire avait besoin de 15 ou 20 bouchers. Ce n'est pas la peine d'en former 50, puisqu'en fait, on n'aura que des chômeurs. On ne pourra pas les absorber. Voilà. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on travaille. La suite pour toi, c'est quoi? Parce qu'on a bientôt fini. La suite pour moi, c'est vrai que j'ai écrit ce livre, j'espère qu'il va donner des idées. Oser rêver. Oser rêver, la jeunesse, un atout pour nos territoires. Et j'espère encore apporter d'autres choses, d'autres projets innovants. C'est ça la suite que j'entrevois en tout cas. Je veux travailler avec des jeunes sur les projets innovants dans les métiers du cinéma parce que je reste persuadé qu'un jeune qui est en recherche de solutions n'a pas que des
des espaces verts à lui proposer. Je suis en train de travailler avec Madame le maire de Basse-Pointe pour mettre en place une cité du cinéma où là, on va vraiment permettre à des jeunes d'accéder à quelque chose de différent. Et avec à chaque fois, valeur ajoutée. une valeur ajoutée. On essaie d'aller chercher des niches qui permettent à des jeunes de s'exprimer et d'être heureux. C'est ça qu'on doit faire au niveau de nos jeunes Martiniquais. Il faut qu'on leur permette d'être heureux et de s'épanouir correctement. La Martinique peut construire une place pour tous ces jeunes, pour tous ces enfants. Et ceux qui n'auront pas de place, il ne faut pas qu'on les empêche de partir, d'aller vivre leur expérience ailleurs pour mieux revenir et apporter toute leur richesse à la Martinique. Le mot de la fin, c'est quoi? Mot de la fin, moi je dis une chose, il faut que nos compatriotes intègrent une valeur. La valeur importante pour moi, c'est la valeur travail. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à nos compatriotes. On veut faire des choses pour demain, on veut réussir la Martinique, alors mettons-nous au travail ou travaillons plus, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent déjà. Travaillons plus, faisons en sorte que la Martinique soit plus riche de ses enfants. Merci Jean-Michel Loutobi. Avec plaisir, merci.